Nous l'avons vu pendant presque 10 ans dans Monde Mystérieux, le phénomène OVNI est de partout et sur tous les continents et depuis des siècles et des siècles. C'est-à-dire que nous voyons au fil du temps, au cours des années, au cours des siècles, que le phénomène OVNI a toujours existé. Le phénomène OVNI s'est toujours manifesté. Ce qu'on appelait avant des soucoupes volantes, ce qu'on appelle aujourd'hui des ovnis, des UAP, des phénomènes PAN, étaient à l'époque ces fameuses soucoupes volantes. Bien évidemment, des centaines et des centaines de livres ont été écrits et rédigés sur ces témoignages de soucoupes volantes. Mais voyons voir ce soir dans cette nouvelle vidéo qu'est-ce qui explique certaines histoires par rapport à ces soucoupes volantes, à ces soucoupes, ces navettes, tôles et boulons. Voyons voir ça ensemble dans cette nouvelle vidéo. À de suite les amis. Bonsoir à tous et bienvenue sur Monde Mystérieux. Avant tout, avant de commencer, désolé pour le retard encore une fois, puisque on va vous expliquer, puisque voilà, bon, je vais pas le cacher plus longtemps. Hop là, Mike, bonsoir à tous et bienvenue encore une fois sur Monde Mystérieux. On s'est un petit peu concerté et on s'est décidé au dernier moment de faire cette interview ensemble pour ce soir. Donc moi j'avais préparé un thème entre guillemets pour ce soir, mais du coup on s'est concerté, on s'est décidé, on a dit non, ce soir on parle d'OVNI, du moins de soucoupe volante. Donc comme je le disais en intro, on s'aperçoit au fil du temps que les soucoupes volantes, ces fameux ovnis qu'on appelle ces ovnis UAP aujourd'hui, ont toujours existé, sont toujours apparus et sur divers continents, à divers endroits de la planète. Ce soir, on va expliquer un peu ces anciennes apparitions, si on peut le dire comme ça, et on va vous expliquer quelques histoires. Alors, je vois que vous êtes déjà nombreux sur le chat, donc Mike, bienvenue. Je te laisse un petit peu parler, puisque voilà, maintenant, le public de Monde Mystérieux te connaît bien. Alors, je te laisse parler, hein. Je te laisse parler un petit peu. Bon, bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Voilà, on va aborder un peu ce soir des cas assez un peu à la marge, des cas mystérieux d'une histoire passée. Et donc, je vous emmène en voyage. Ça, c'est bien. Voilà. Je vous mène pas en bateau encore. Je sens que la soirée va être... Pas encore. Bientôt. Il y a les bateaux aériens. Et voilà, c'est ça, tout à fait. Alors voilà, on sait, moi voilà, je sais dans Monde Mystérieux, mais tous ceux qui suivent Monde Mystérieux savent que voilà, ta spécialité c'est l'ufologie, c'est le phénomène ovni ou les phénomènes un peu mystérieux, un petit peu paranormal, des histoires. Bon, ta grande spécialité aussi c'est Rennes le Château. T'as fait énormément d'interviews cet été. J'espère que ceux qui suivent Monde Mystérieux verront ces interviews qui sont vraiment intéressantes. Et voilà, tu m'as fait encore l'honneur ce soir de venir, mais comme je le répète, ça s'est fait comme ça au dernier moment, on s'est dit oula, on va tout préparer comme ça, et on vous réserve des belles surprises encore une fois, croyez-moi, ce soir. Donc voilà, Mike, tu me dis comment on va procéder, puisque bien évidemment à la fin de ces on va vous passer quelques photos, quelques clichés, on va vous expliquer ces histoires. Il faudra remonter dans le temps, et bien évidemment Mike, j'aurai quelques questions à la fin, et bien sûr on va voir, parce que vous êtes nombreux là ce soir, on va essayer de regarder le chat, hein, que ce soit moi ou Mike, et on va éventuellement répondre, mais n'hésitez pas à exposer
voilà, peut-être vos connaissances sur le sujet ou peut-être vos témoignages, hein, bien évidemment, puisque si c'est le but, j'aimerais dans Monde Mystérieux qu'il y ait de plus en plus de gens qui viennent témoigner, hein, si vous avez été victime, entre guillemets, de ces phénomènes, ou si vous êtes arrivé des histoires assez surprenantes, mystérieuses, inexplicables. Donc n'hésitez pas, voilà, c'est prévu qu'on refasse ce genre de soirée aussi dans Monde Mystérieux et on sera peut-être plusieurs, donc vous inquiétez pas là-dessus. Voilà Mike, donc je suis très content de t'avoir ce soir puisque c'est un thème, voilà, ça fait longtemps qu'on en parle en plus et je sais que tu as beaucoup de thèmes. Pour les interviews. Ok, alors hop, bon c'est bon, on est revenu à on est revenu à l'antenne normalement. À l'antenne, je veux dire sur le live. Alors dites-nous si tout est ok. Hop là. Normalement tout est bon. Dites-nous, on attend sur le chat si tout est ok. Voilà, on est reviendu Mike. On est reviendu. Ouais. Bon, ok, alors. On va pas en dire au revoir tout de suite. Quelle soirée, mes chers amis. Mais quelle soirée, mon cher Mike. Mais dis donc, va-t-on arriver à faire ce qu'on veut faire? Va-t-on pouvoir travailler, Mike? Bon, alors, allez savoir si c'est un coup de la CIA ou un coup de nos petits hommes verts, on ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est que ce sont les aléas du live. Et souvent ça arrive, ça coupe tout simplement. Donc on n'a pas arrêté la rediffusion en live, on a juste réajusté certaines autres choses. Voilà. Donc désolé les amis, nous revoilà de nouveau. Et on va pas perdre de temps. Et on va continuer à faire ce qu'on devait faire, Mike. Voilà, j'étais juste en train de te dire, Mike, que je sais que tu en sais beaucoup sur ces histoires, puisque en plus tu connais très bien Eric Zurcher, qui t'a vachement inspiré sur beaucoup d'interviews, beaucoup de thèmes, beaucoup de tes passions, etc. Et voilà, tu m'as fait l'honneur de revenir ce soir. Ça s'est fait vraiment comme ça. Non, Mike, je voudrais parler d'OVNI ce soir. Et effectivement, comme je le disais en intro, ces OVNI d'aujourd'hui, qu'on parle d'aujourd'hui, c'était ces soucoupes volantes d'hier et on va en voir quelques-unes ce soir. Voilà Mike, donc alors tu me dis comment tu veux qu'on procède, puisque tu nous as préparé quelques photos que je vais passer ce soir en live. Et voilà, et tu me dis. En fait, les cas ce soir sont particuliers parce que ça aborde le fait des années 50. Et dans ces cas, en fait, il y a beaucoup de traces au sol. Surtout, il y a tout un bestiaire, on va dire, tous les boulons qu'on ne retrouvera plus ensuite à partir des années 60-70. Voilà, donc on va en fait aborder quelques cas qui mettent en valeur ce phénomène-là, puisque après certaines, on va dire, prédominantes n'existeront plus par la suite, à partir des années 70, pour devenir maintenant assez évanescent, on ne voit plus du tout ce genre de cas. Il n'y a plus de traces d'ailleurs au sol. C'est ça. Et aussi, il y avait beaucoup de cas diurnes, donc en journée à l'époque, et alors que maintenant c'est surtout la nuit. Voilà. Effectivement. Alors ça, c'est quelque chose que j'explique à chaque fois que je parle du phénomène OVNI dans Monde Mystérieux, mais ça, je vais te reposer la question à la fin. Mais effectivement, on voit cette évolution. Alors, je sais pas, Mike, si on peut dire de la conscience humaine ou de ces mêmes êtres, de ces mêmes entités qui ont une évolution elles aussi, puisque ça a commencé, enfin ce que tu m'as nous présenté, c'est bien avant l'officialisation du phénomène OVNI qui s'est déroulé dans les années 50, tu me dis si je me trompe. Et en 47, en 47, l'ufologie, 24 juillet 47, Kenneth Arnold, c'est le premier cas. L'ufologie naît comme ça. Je veux dire, avec les Flying Saucers, de la création de la CIA la même année. Et oui. C'est assez drôle.
Voilà. Mais Donc, il y a eu quelques cas dans les années 30, hein, avec quelques cas même en France. Hein, par exemple, à Montréal, en Ardèche, il y avait un cas d'une sorte de d'accord, fusée de 10 mètres de haut. Mais d'accord. après, il y a eu très peu de cas quand même. On va dire que ça commence à partir des Deuxième Guerre mondiale, où il y a les Foo Fighters, Ok. où les Anglais sont souvent poursuivis par des engins. Et après, ça commence véritablement à partir des années 50. Pour on va dire que septembre-octobre 54, c'est là où il y a l'énorme vague de françaises ufologiques. Voilà. Mhm. Tout à fait. Donc il y a cette apparition, donc on va dire à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc tu l'as dit avec les Foo Fighters, etc., etc. Et on voit cette évolution puisque on va se retrouver avec beaucoup de cas similaires à ce que tu vas nous présenter ce soir, Ouais. qui se sont passés mais de partout sur tous les continents. Où on parle Ouais. de soucoupes volantes, hein. Je repense toujours du cas de Valençol, c'est un truc de fou, c'est des Ah oui, oui. tôles et boulons, et 1er souvent, juillet 65, c'est Monsieur Mass, Maurice. Ouais. ça. J'ai eu l'occasion dans Monde Mystérieux d'interviewer son meilleur ami. Désolé, j'ai oublié son prénom, mais j'ai eu l'occasion, si vous remontez les vidéos dans Monde Mystérieux, j'ai eu l'occasion d'interviewer son grand ami, qui était son grand ami, qui est maire de ce village aujourd'hui, de Valençol, on est en présence donc de navettes, de ce qu'on dit Mike, hein, chez les ufologues, tôles et boulons, et en même Ouais. temps À l'époque. de petits êtres, alors casqués ou pas, on va le voir. Et puis l'évolution elle continue jusque pour arriver aux petits gris qui aujourd'hui ont pris le dessus, Ouais, hein, de ces êtres. c'est ça. Et aujourd'hui on parle, il y a eu, on va dire entre allez, fin des années 80, début des années 2000, etc. C'était le phénomène OVNI. Donc on va dire que c'est international ce mot OVNI. Et on voit qu'aujourd'hui Ouais. ça évolue encore, puisque aujourd'hui ce que les gens aperçoivent dans le ciel c'est des boules métalliques ou lumineuses. Donc là on parle donc d'UAP ou de phénomènes PAN, de phénomènes aériens spatial non identifiés. T'es d'accord avec moi, Mike? Donc c'est Oui, souvent oui, bien des sûr. boules de lumière, c'est des lumières, hein, Mhm. tu vois depuis l'année dernière tout ce qui sort comme vidéo, que ça soit sur TikTok ou sur, c'est hallucinant ce qui sort de phénomènes aériens non identifiés dans le ciel. Hallucinant, hallucinant. Donc on voit cette évolution. Peut-être qu'on reparlera de cette évolution puisqu'on on avait interviewé aussi et avec Isabelle. J'ai du mal sur ce. Ferrigo. Ouais. Comment? Ferrigo. Non. Oui, non. Non, c'était Tu... bon. On voit qu'il y a une évolution du phénomène OVNI et bien évidemment, on se pose la question c'est quoi cette évolution dans ce phénomène? Est-ce la Ouais. conscience humaine? Est-ce leur évolution de ces entités? Que je pense que oui, mais je pense qu'il y a des deux, les deux. Mais je reviendrai dessus, on reviendra dessus à la fin. Et puis, Il y a juste, oui, ouais, dis-moi. juste une petite chose intéressante, puisque les années 50, en fait, commence le phénomène des petits gris, ce qu'on appelle petits gris, ou être de petite taille en tout cas. Mais on voit quelque chose d'intéressant, c'est qu'en 44-45, il y a quelques cas de ce qu'on appelle les grands blonds. Mais on est Bien sûr. avant Adamski, on est avant les contactés américains. Et donc là, les témoins, quelques témoins justement, qui n'étaient absolument pas au courant du phénomène des contactés et tout ça, quoi. Donc ça, c'est intéressant. Et après, ça a disparu. Ces grands blonds ont disparu pour réapparaître dans le folklore, on va dire ufologique, décontacté. Et au tout départ, il s'agit de témoins. Certains témoins ont vu ce qu'ils appellent les grands blonds. Voilà, ils pensaient d'ailleurs que c'était des engins américains ou allemands à l'époque. Donc en général, ils s'échappaient assez rapidement. Ouais. Voilà. Voilà, c'était juste une aparté. Tout à fait.
Alors voilà, juste petite parenthèse, donc on me l'a mis dans le chat et merci, merci beaucoup. Donc c'est le meilleur ami Oh là là. Bon, son meilleur ami, c'est Maurice Chassepoul. Voilà, c'est cette Oui, oui. personne, c'est cette personne que j'ai eu l'occasion d'interviewer il y a quelques années. Il me semble que c'était en 2017, si je me trompe pas. 2017 ou 2018. Il était maire donc de Valençol à l'époque, je sais pas s'il est toujours maire. Et voilà, j'ai eu la chance de l'interviewer, c'était son grand ami à Maurice Mas. Hein, voilà. Et bon, je repense toujours à Valençol quand j'entends Toll et Boulon et petite créature casquée. Voilà. Bon, tu vas nous parler de certains cas. On a décidé d'en parler de quelques-uns, pas beaucoup, hein, comme toujours. On essaye de faire quelque chose d'assez court le vendredi. Mais voilà, tu nous dis quand t'es ok, Bien là, on va commencer avec hop. le cas de 1950, Abia de Guadzone. Donc on va mettre l'image. Alors déjà, hop, le titre et l'image. Hop là, j'arrive. Si j'y arrive. Hop là, voilà. Voilà. Donc. Oui. Tu nous dis, hein, Mike, hein, quand t'es ok. Ah oui, parce que là, il y a un léger décalage avec l'image. Elle va arriver, je pense. Alors, oui. Donc, à Bois de Guadzone, ça se trouve donc en Lombardie. Il s'agit du cas donc, du 24 avril 1950. Il s'agit en fait d'un ouvrier métallurgiste qui s'appelle Bruno Faccini. Et en fait, il sort de sa maison le soir et il voit au loin en fait une lumière insolite, comme un scintillement. Alors il faut savoir que comme il est ouvrier métallurgiste, il se dit ah bah c'est pour moi, je vais aller voir. Donc il voit il pense à un câble de haute tension, donc il y a un problème, et il va directement en fait sur le terrain. Il traverse une clairière et puis il y a quand même de l'eau et là tout d'un coup il voit en fait cette œuf en fait, cette sorte d'œuf en fait qui fait quand même 7 mètres de haut. Et puis, il voit ces ufonautes, ce qu'on appelle ufonautes maintenant, mais on va dire cosmonautes ou entités, puisque là, pour le coup, on dirait plus des cosmonautes. Et on est tout à fait dans les cas des années 50 où il y a beaucoup de ce genre de cas. Et donc là, le diamètre central, il faisait au moins 5 mètres. D'accord. Donc sur 7 mètres. La couleur était un peu métallique et donc il y avait des rangées de tubes donc qui était à la surface. Et il y avait donc cet être-là qui faisait de la soudure en mimétisme avec le métier du témoin. C'est ça qui est intéressant. On revient souvent à ce genre de mimétisme dans les cas des années 50 comme un scénario. D'accord. Donc là, il fait une soudure avec une sorte d'outil, des éclairs, ça attire son attention. On est tout à fait dans le cas du scénario. C'est-à-dire qu'en fait, ils font comme si le témoin n'était pas là, ils sont très occupés, des fois ils réparent l'engin. Bon là il s'agit de soudure, ce qui est plus rare parce que quand même bon ça c'est pas habituel. Là on voit vraiment le côté mimétique et puis ostentatoire, c'est-à-dire on est dans le scénario. Et puis il s'approche et puis en fait il voit 3 autres hommes qui ont ont des comme des scaphandres aussi. Et puis, ils marchent difficilement, en fait, comme s'il y avait une pesanteur. Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'après, le témoin dira, quand il a vu les cosmonautes sur la Lune en 69, il s'est dit, mais c'est exactement, ils étaient habillés pareil. Donc, en fait, c'est le phénomène prévoit des choses à l'avance, ou tout au moins montre des choses qui vont arriver par la suite. Voilà, ça c'est typique aussi de ces cas des années 50. C'est comme des scaphandriers. Et là, il faisait à peu près 1m60, 1m70. Et là, on voit aussi des gros boutons à l'intérieur. On voit pas mal de cadrans, de ce genre de choses. Et on est tout à fait dans les références de l'époque. Les pilotes de chasse, les écouteurs radio. Dans un autre cas, même c'est carrément
pas des éthylomètres, mais pour contrôler l'alcool. D'accord. Il y a un cas en 54 qui montre ça, et en fait, on voit que le cas, il est juste avant les éthylotests, mais quelques mois avant. C'est-à-dire que ça préfigure en fait les éthylotests dans un cas. C'est assez drôle. D'accord. Et en plus, il répare une roue. Ouais, parce qu'en plus, alors bon, là je suis toujours sur la première photo, donc tu me dis si je mets la deuxième photo quoi ou pas, mais pour l'instant, on reste à la première. Ouais. Mais le test d'alcoolémie dont on parlait, c'était Tripoli en 54, ouais. En Libye. D'accord. Mais voilà. Ce qui est assez incroyable, alors, parce que le dessin, ouais. Alors pardon, je te coupe un petit peu, parce que le dessin, donc on voit cette donc ce vaisseau en forme de ballon de football américain, et on voit l'intérieur, donc c'est ça qui est assez dingue. On voit des escaliers, puis on voit des espèces de tuyères avec des espèces de manomètres, oui. etc. Donc c'est assez dingue quand même. C'est fou quoi. Oui. Oui, et puis on voit en fait des bonbonnes, des cylindres, des compteurs, des nanomètres, des gros boutons. C'est tout à fait, on est tout à fait dans les années 50 dans ce genre de cas. Alors après, le témoin s'approche, et puis là, eh bien, un des êtres sort une sorte d'objet, et en fait là, il a une lumière incroyable, et puis il est quand même paralysé. Quoi. Bon, ça, c'est tout à fait les cas de cette époque-là, où ils sortent une sorte de tube, et là, le témoin est paralysé, il ne peut plus bouger, il est complètement... voilà. Et d'ailleurs, après, il y a une tache noire qui est apparue les jours suivants dans son dos, il avait beaucoup de douleur avec. Après, ça s'est résorbé. Le témoin était même très choqué, quand même. Donc, il a eu beaucoup de mal à s'en remettre. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que la présence donc, de la zone, en fait, l'herbe était brûlée. D'accord. Et il y avait 4 traces donc, circulaires plus petites placées à côté de chaque coin. Donc de 6 mètres de côté. Donc il y avait des traces au sol, parce qu'en plus le sol était détrempé parce qu'il y avait un orage. D'accord. Justement. Donc voilà, là, c'est assez intéressant ce cas-là, mais ça l'a marqué quoi, beaucoup. Oui, et je m'en doute. Alors voilà. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez courant, les traces. Les traces après, bon ben tu t'y connais Mike, hein, après abduction ou après, après contact ou après... à chaque fois il se passe quelque chose et il reste des traces, hein, voilà, voilà. Oui. Mais ouais, non, c'est une histoire assez dingue, hein, quand même. C'est une histoire assez dingue. Bah, ce qui est assez drôle, c'est toujours cette histoire de mimétisme. Avec souvent, il y a beaucoup de cas comme ça, justement, où le phénomène est en miroir du métier du témoin. Voilà. Et ça, justement, Éric Dauchon l'a bien mis en exergue. Jacques Vallée, en son temps aussi, en a parlé dans Passepartout Magonia en 69. Mais voilà, après, peu d'ufologues ont vu ça véritablement. Ils tournent un peu la tête. Il faut la remettre un peu dans le bon sens, des fois. Qu'on voit certaines choses ouais. qui n'ont pas été forcément... C'est sûr, c'est sûr. Ok. Après, on peut passer... au cas suivant. Alors, ouais, là, je vais me sentir un petit peu chez moi. Voilà, complètement. Hop là. Voilà, le cas de Beau Soleil. Voilà, le cas de Beau Soleil, donc été 1951. Donc, Alpes-Maritimes. Là, ce qui est intéressant, donc on est un peu dans le miroir dans le miroir. Enfin, on va dire, c'est des boîtes gigognes, parce qu'il y a une scène de théâtre dans la scène de théâtre. Alors là, il s'agit de 3 témoins, donc Madame V, Monsieur V et c'est pas des visiteurs, hein, V, et un autre monsieur qui est policier. Voilà. Donc ils sont plusieurs. Et ils sont sur la place publique, en fait, à Beau Soleil. Et là, il y a une pièce à côté d'eux qui se joue, c'est Lucrèce Borgia, de Victor Hugo. Ils descendent, ils arrivent à la rue des Martyrs. Et là, tout d'un coup, ils mettent un peu de temps parce que la représentation a déjà commencé, en fait, du théâtre. Mais là, il arrive autre chose. C'est-à-dire qu'ils vont voir quelque chose
Ils vont pas voir le Mhm. théâtre, mais là, ils vont voir une autre apparition théâtrale. Donc, ils voient cet objet, en fait, qui est un peu ovoïde, transparent, qui se tient un peu en arrière, en fait, de la scène, à peu près à 7 mètres au-dessus du sol. Donc là, l'engin n'est pas vu par les spectateurs de cette scène de théâtre qui est juste à côté. D'ailleurs, et puis eux, quand ils commencent à parler, ils disent regardez, regardez, ils parlent à ceux des Mhm. spectateurs, sauf que les autres ne peuvent pas voir. Et elles, ils leur disent mais taisez-vous, voilà. Ouais. Donc là, on voit deux témoins, enfin deux ufonautes dedans. Il y a donc une sorte de pilote qui avait une combinaison claire avec une sorte de barbe en fait. C'est une barbe assez longue et blanche qu'on pouvait retrouver ce genre de cas dans ce qu'on appelait les farmers des années 1897 aux États-Unis, où il y avait ces fameux pilotes des airships, des ballons dirigeables, qu'on ne retrouvera plus ensuite. Mhm. Et donc là, ce genre de cas, on peut retrouver quelques cas dans les personnages plutôt des lutins. Voilà. Mais là, il s'agit pourtant d'un cas beaucoup plus récent. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est bien la luminosité de l'œuf paraissait plus claire quand même qu'à l'extérieur, à l'intérieur. On retrouve souvent ces cas d'œuf, ces cas en fait voilà, de transparence. Et ce qui rappelle aussi dans le mimétisme une chose intéressante, ça rappelle le Jardin des délices de Jérôme Bosch. Mhm. Et là, on est un peu dans un mimétisme, on va dire, archétypal, cher à Jung, l'inconscient collectif. Donc là, c'est ça qui est intéressant dans ce cas. Ok. Voilà ce que l'on peut dire sur ce cas qui est assez intéressant, qui est assez unique de la région. Et tu me disais, oui, qu'il n'est pas très connu, en fait, Bah, pas du tout, d'Ontario. même pas du tout. Ouais. Moi, je l'ai découvert avec Eric parce que voilà. Voilà, j'en parle, Voilà, bien sûr. mais sinon, non, personne t'en parle. Donc, Et oui, effectivement. Ouais. Voilà, sur ce cas-là, voilà ce que l'on peut dire, qui est un cas, donc, on va dire, typique des années 50, où il y a cette sorte de bulle, en Mhm. fait. C'est ça qui est intéressant. ok. Voilà. Alors, on va passer. Et qui rappelle aussi le cas de la peine des Cafres, qui est sur la couverture de, bon, pas Passepartout Magonia, mais la titre français, Chronique des apparitions extraterrestres de Jacques Vallée, où on retrouve ce même, c'est l'affaire des Baba Michelin, Ok. on retrouve ces mêmes êtres. D'accord. Voilà. Alors, je vois ce que c'est, moi, je vois ce que c'est. J'ai vu des illustrations de ce que tu viens de dire, mais peut-être que le public, peut-être que plusieurs personnes qui nous écoutent ce soir ne vont pas savoir ce que c'est. Donc, Oui, c'est un cas qui a eu lieu si j'ai bonne mémoire, en 1968. Donc, c'est le même genre de cas, on va dire, avec ces ballons, ces sortes de ballons transparents. Voilà, c'est ça que je voulais dire. oui. Et pour que Jacques Vallée l'utilise comme cas dans son livre, c'est que c'est un cas intéressant. Mais oui. Mais je vois ce que c'est, hein, je vois ce que c'est. Donc, c'est vrai que c'est toujours intéressant d'en parler, ça aussi. Je fais une salutation, là, je vois qu'il y a du monde, Polyèdre, Isabelle Ferrigo. Oui, et et Isabelle, voilà. donc bonsoir Isabelle. Donc, Bien sûr. et Polyèdre qui est un as de l'ufologie aussi. Et oui, Salutations. oui. Tout à fait. Voilà. Et oui. Qui connaît bien le travail d'Eric Zorchor. Voilà. Et bah oui. Donc voilà, on peut continuer sur le cas suivant. Ok, alors hop, je vais faire ça. Et je vais faire ça. Hop là. Alors le cas suivant, donc ça va être le cas Rosalotti, un classique des classiques de l'ufologie italienne. Alors, on est donc le 1er novembre 1954 à Cennina.
Alors, il n'y a pas que la vague française, hein, il y a aussi une vague peu connue qui a eu lieu en Italie et dans d'autres pays aussi. Donc là, il s'agit donc du cas de Rosa Lotti, donc on se trouve en Italie. Il est 7h30 du matin, donc Rosa s'est levée très tôt pour aller, on va dire, à la messe, parce que bon, le 1er novembre, voilà, il faut y aller, surtout à l'époque. Alors, ce qui est intéressant à l'époque, c'est qu'il n'y a pas d'électricité dans cette zone-là, de Toscane, il n'y a pas de journaux et il n'y a pas de télé, bien sûr. Donc, ils n'ont aucune information. Donc là, elle n'est pas au courant du tout des affaires, ce qu'on appelait les Martiens à l'époque. Dont d'ailleurs Carouge a fait un très bon livre là-dessus, sur ce qu'on appelait les Martiens à l'époque, qui est un ancien du surréalisme, qui lui a tout très bien compris justement l'aspect surréaliste du problème ovni. On peut dire que c'est un problème. Voilà. Donc je reviens au cas. Ok. Donc là, donc ce petit bourg, en fait, elle traverse la forêt et puis elle tombe sur cet ovni, voilà, qui ressemble à une enseigne de bar tabac un peu. Et elle voit ces petits êtres qui sortent donc qui sont casqués, mais avec des casques en cuir, un peu. Et d'ailleurs, l'objet en lui-même ressemble à du cuir aussi. D'accord. Et là, on a plus l'impression de petits lutins. Voilà. Il s'agit plus de petits lutins, on est un peu dans le bestiaire ancien des petits lutins, comme il y a eu les cas de Sautré, de Hévillers en 1967, dans le Doubs. Ok. Il y a plusieurs petits cas comme ça qui reprennent les cas des lutins. Alors là, ce qui est intéressant dans ce cas, alors là, elle est représentée pieds nus, hein, alors qu'en fait, elle était quand même chaussée. Hein. Donc là, ils en ont rajouté pour dire vraiment c'était la campagne, ils n'avaient rien, pas de télé, pas de radio, pas de voilà. Alors il faut savoir qu'à l'époque, il y avait ils essayaient d'installer l'électricité. Donc là, elle a cru sur le moment que c'était des ingénieurs d'électricité, sauf qu'ils étaient un peu petits quand même. Hein. C'était un peu petit. Et donc là, le dessin qu'on voit, c'est la Domenica del Corriere, qui est un grand journal italien de l'époque. Je vais mettre l'autre photo. Qui en fait relate ce cas, parce que quand même, elle en a parlé après. Alors, on revient donc à ce qui se passe. Là, elle a des bas qui pas des bas de contention, des bas voilà aux jambes. Et elle les a à la main en fait. Il faut savoir que après justement la guerre, les Américains avaient donné des bas, avaient donné du chocolat, plein de choses, et elle gardait ces bas. C'était très important pour elle. Donc voilà, elle les mettait à la main, même pour pas. Elle pensait les mettre justement plutôt au moment d'arriver à l'église. Et donc là, parce que quand même c'était quand même assez boueux, il y avait quand même voilà. Bon. Et ce qui se passe, c'est que ces petits êtres, en fait, ils lui parlent dans un charabia, elle ne comprend pas. Elle essaie de leur parler, de leur répondre, et elle a des fleurs là. Alors il lui pique un peu les fleurs, mais il lui pique les bas aussi. Alors les fleurs, bon, c'est pas grave, sauf que les bas, c'est comme c'est important. Mais eux, en échange, ils lui disent oui, on a une petite boîte. Ils lui montrent une petite boîte qui avait l'air de cuir. On retrouve souvent ça dans les cas, ce pseudo-échange, c'est-à-dire que il y a des cas où les entités ou une autre présentent un objet, font semblant de le donner et en fait le reprennent pour le reprendre ensuite. Voilà. Il y a plusieurs cas comme ça. Il y a des cas comme Betty et Barney Hill, il y a ce même genre de choses où ils veulent donner un objet puis finalement ils le reprennent. Il y a d'autres cas aussi dans ce même style. Et là en fait, on voit bien que ils veulent pas le donner quand même le bas, ils le mettent dans l'habitacle et on voit que l'habitacle. Là, on peut voir l'image d'après aussi. Alors, on voit que l'habitacle, tout à fait années 50, avec justement ces gros boutons, ces cadrans et tout cela, quoi. Et donc elle est quand même très étonnée de ce qu'elle a vu. Et une fois arrivée à l'église, en fait, elle voit le curé qui lui dit et donc elle raconte ce qu'elle a vu. Et elle dit, mais tu avais des martiens. Ah bon, elle ne connaissait pas du tout le terme, puisqu'il n'y avait pas de journaux, il n'y avait rien. Donc elle n'avait aucune. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle n'avait aucune référence culturelle sur l'ufologie ou même
une information, elle n'a même pas d'information. Ouais. Voilà. Donc c'est ça qui est intéressant dans ce cas, c'est aussi ce pseudo-échange, et finalement, il lui donne pas la boîte, en fait, qu'il devait donner. Alors, ce qui est drôle, enfin, dans cette histoire, parce que bon, effectivement, tu as l'illustration. Attends, alors je repasse la photo en premier plan. Oui. Donc, ce qui est drôle dans cette histoire, parce que c'est un petit peu, je sais pas ce que t'en penses, Mike, c'est un petit peu. Comment on peut qualifier ça, Mike Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'ils avaient plutôt l'air de petits nains farceurs, comme des petits démons finalement. Et finalement, en mimétisme du fait qu'elle va le 1er novembre, donc c'est comme la fête des saints. Donc là, ces petits lutins, ils n'arrivent pas au bon moment tellement. Voilà, alors, où ils arrivent spécialement alors au ça, bon bon, moment. alors ça, on peut. Des petits lutins farceurs. Comme des petits démons. Alors effectivement, ça on peut dire que ça arrive jamais au moment souhaité. Mais ce que je veux dire, c'est que comment on peut qualifier ça, Mike Alors oui, j'avais oublié de dire qu'en 75, des ufologues sont venus quand même voir Rosa Lotti. Ils ont réussi à la retrouver. Elle avait changé de nom, mais ils ont réussi à la retrouver. Et effectivement, des enfants avaient vu l'engin. Ils ont même dessiné l'engin en disant ouais, c'était un monstre, le monstre. Ils l'ont dit à l'école. D'accord. Donc il y avait des témoins qui ont été retrouvés après. Donc ça, c'est encore plus intéressant. Ah oui, d'accord. Voilà. Alors, ok. Voilà. Bah ok. Donc très intéressant. Effectivement. Alors, je vais revenir sur. je vais. Alors, comment on peut qualifier ça, Mike? Parce que c'est plutôt. Alors, non seulement c'est, comme tu as dit, c'est des petits lutins farceurs. Mais oui. Comment. Et puis ce qui est très drôle, c'est qu'ils sont tous en. Ils sont un peu fétichistes. Alors, non, mais justement. L'objet est en cuir. L'objet. Non, mais le petit objet est en cuir. L'ovni est en cuir un peu, couleur cuir, et les petits, qui sont pas les petits chapeaux. L'objet, c'est 2,52 m. Mais alors, ce qui est drôle, c'est que justement, tu as fait une corrélation sur, par exemple, le fétichisme. Oui, parce que ils volent les bas et il y a du cuir. Mais oui, en fait, et les petits lutins, ils adoraient faire des vols. Bien sûr. Ils adoraient voler comme les sauterelles. Mais bien sûr, alors, pour info, j'ai connu des cas enfin, j'ai connu des personnes qui ont eu des cas de, alors, je sais pas si on peut dire ça comme ça, de trolls chez eux. En fait, c'est comment je. Des vrais. Alors, ouais, des vrais. Non, mais ce que le troll était grand quand même. Hein, non, mais alors attends. En Norvège, alors, tu sais qu'il y a qu'il existe plusieurs espèces de trolls entre guillemets. Et en fait, j'ai connu des gens carrément qui ont eu des cas enfin, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais de trolls chez eux qui rôdaient chez eux. Et dès que, par exemple, un membre de la famille avait le dos tourné, il lui volait que ça soit de la nourriture ou. Alors c'est pas un animal, hein, parce qu'il l'aurait attrapé. Hein. Ils ont été obligés de faire venir Alors ils ont fait venir un prêtre. Alors c'est pas tellement un prêtre exorciste. Alors oui, si tu veux, il a la qualification d'exorciste, mais c'est pas tellement un prêtre exorciste. C'est un espèce de chaman qui l'a fait fuir en fait. Hein, si tu veux. D'accord. Alors par contre, les trolls, là c'est pas possible dans l'appellation parce que les trolls sont très très grands. En Norvège, Kittelson d'ailleurs les a bien dessinés. Là, c'est plutôt des petits lutins. On peut éventuellement appeler des petits lutins. Des satyres. Mais les trolls, c'est grand. Alors, dans la mythologie, c'est grand. Bien sûr. Bien sûr. Si on se réfère au film qui est sorti, je crois l'année dernière, ou qui est très bien. En plus, c'est une. Oui, d'ailleurs, ils me font un hommage à Kittelson. Oui. Le dessinateur. On redirige les abonnés de Monde Mystérieux. On avait fait une belle émission sur les géants, mais on en fera d'autres. Hein, on en fera d'autres, ça c'est prévu, puisque c'est un thème super intéressant. Et on en avait parlé. Donc bon, je mettrai le lien de la vidéo. Pour ceux qui viennent de s'abonner par exemple. Mais ce que je veux dire par là, donc juste je termine avec l'histoire du Mexique et puis je reviens sur ce que je voulais dire, parce que en fait j'ai connu des gens qui ont eu des cas, et puis il y a eu d'autres gens parce que là-bas tu as des programmes télé où ils passent beaucoup si tu veux, de cas dans ce genre, et ils font venir des chamans qui les font fuir.
Puisque, alors, Mhm. on les voit jamais. Il y en a qui l'ont pris un peu en flagrant, en flag, quoi. Tu vois, en photo, mais la photo, elle est Mhm. toute floue. Et effectivement, c'est des petits aides, des petits lutins qui font des farces. Mhm. Ça, on est bien d'accord là-dessus. Oui. Et ce que je veux dire, c'est que tu as fait, c'est excellent parce que tu as fait donc comment on peut qualifier ça, Mike? Je trouve pas les mots. Parce que oui, on peut. Il y a un petit côté. Euh, ils volent les bas, il y a du cuir, c'est vrai. Mais moi, parce que tu vois, il y a un truc qui m'a sauté aux yeux quand j'ai vu la photo, c'est à l'époque, et moi, ça m'est pas arrivé, mais j'ai des amis à qui ça leur est arrivé, mais il y a très très longtemps, quand ils étaient jeunes, quand tout le monde avait une Mhm. 2 chevaux. Hein, t'es d'accord avec moi, quand tout le monde avait une 2 chevaux, avec un simple bas, t'arrivais à repartir. Quand t'avais un problème avec ton moteur de 2 chevaux, avec un simple bas, Mhm. tu repartais. Tu mettais D'accord. un. T'as connu ça, Mike? Enfin, tout le monde a Non. connu ça à l'époque, quand tout le monde avait une 2 chevaux ou une coccinelle, ou D'accord. tu t'avais un problème de courroie, par exemple, t'as la courroie qui pétait, enfin, ouais, la courroie. Tu prenais un bas parce D'accord. qu'à l'époque, les bas, ça durait dans le temps. Il faut dire ce qui est, il faut dire les choses. Oui. Les bas, ça durait dans le temps. Il n'y avait pas cette obsolescence programmée qu'on a aujourd'hui qui nous font consommer et consommer et consommer et consommer. Un bas, ça te durait 20 ans, voire plus. Et donc, les bas, c'était Bah là, ils vachement étaient très rares dans résistant. les années. Ils étaient très rares aussi. Donc là, c'est pour ça qu'elle y tenait à cœur. Alors, Elle voulait pas les redonner, quoi. Alors oui, suite à ce que tu as expliqué, puisque effectivement, Surtout. apparemment c'est un cadeau des Américains, et je C'est comprends ça. cette dame, elle veut les Ouais. garder, elle veut, tu vois, faire en sorte tu vois, de pas les salir, etc. Mais c'est normal. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a un petit côté, je sais pas si on peut faire un clin d'œil là-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu mettais le bas dans la croix. Bon, peut-être qu'il y en a qui vont regarder cette vidéo ce soir et dire oui, oui, on voit ce que tu veux dire, qui sont un peu dans la mécanique ou je sais pas. Moi, j'ai connu ça à l'époque. Et tu mettais ce bas dans cette courroie et tu repartais. En fait, tu repartais. Ah oui, ils en avaient peut-être besoin pour redémarrer. Ouais. Non, Peut-être. je sais pas. Non, je rigole. Mais tu sais, on peut s'imaginer. Et étant donné que c'était un scénario, souvent, oui, oui, oui. Après, il y avait, c'est vrai, des petits sièges ronds dedans quand même. Hein. Ouais, ils avaient quand même des petits sièges Eh ben, alors, dedans. si je reviens, Des hublots. sur la photo, l'illustration d'Eric, effectivement, on voit Ouais. ces petits sièges. Ça fait penser aux Ouais. sièges genre années 70-80, les sièges qui faisaient en Ah plastique oui, oui, moulé comme ça. Bon, c'est ça. alors c'est pour ça que on parle, on parle. Est-ce que c'est une évolution en même temps de la conscience humaine? Est-ce que c'est ça, c'est impossible d'expliquer, impossible de vous dire. C'est impossible. Je ne saurais pas quoi dire là-dessus. Mais effectivement, Pour moi, il y a toujours ce phénomène de mimétisme oui, hein, qui est très présent dans ces années-là. Et comme après, il devient évanescent, comme les cas après deviennent évanescents, ben, il est moins présent, du coup. et ouais. Voilà. Enfin, c'est assez, je dirais, troublant, cette évolution de. Ah oui, c'est drôle. C'est drôle, mais finalement, je sais pas. Il faudra qu'on reparle de ça, Mike. Il faudra qu'on reparle de ça, de cette évolution de la conscience sur le phénomène OVNI. Et puis, Ouais. bon, on en reparlera. Non, parce que Oui. ça, on peut en parler pendant des heures. Ça, c'est Ah sûr, oui, on oui, peut oui. en parler pendant des heures. Et bon, bon. Quand tu sais qu'il y a eu, non mais quand tu sais qu'il y a eu des crashs d'ovnis et avec du matériel qui a été récupéré par des armées dans pas mal de pays et des témoignages de sergents ou d'ex-caporal ou ce que tu veux qui t'expliquent qu'ils ont ramassé bel et bien des technologies non humaines et qu'ils ne savent pas ce qu'était cette technologie.
Et aujourd'hui, tu as des entreprises privées, notamment aux États-Unis, qui sont financées par l'État et qui travaillent sur ces technologies, qui développent ces technologies. Mais il faut dire, parce que ça, depuis le 27 juillet, si je me trompe pas, c'est ça, Mike, depuis le 27 juillet, c'est quelque chose qui est officiel. Ça, c'est le gouvernement américain a dit, voilà, ça, c'est officiel. Il y a des débris qui ont été ramassés par l'armée, qui sont en train d'être développés par des sociétés. Voilà, c'est des sociétés privées ou semi-privées qui sont financées. Donc, si on le voit depuis 20 ans. Après, à savoir si c'est pas un coup de Trafalgar de leur part pour après, au contraire, dire après, ah bah non, finalement, c'était tout à fait humain et là, l'ufologie en prend un coup. Je pense pas, Mike. Je pense pas. Bon, tu sais pourquoi? Après, parce que parce que regarde, bon, dommage. Je te réserve ça pour le petit débat à la fin de ça. Non, parce que c'est un truc de fou. Alors, on va continuer. Je te réserve ça pour la fin. Je te réserve ça pour la fin. Bon, allez, allez, hop, on passe au cas numéro 3. Hop, pardon, 4. On va y arriver. Oui, c'est le cas de Céret. Alors donc c'est le cas de Céret, Madame P, qui donc le 22 août 1956 vers midi, donc elle roule à cyclomoteur lorsqu'elle est doublée par 2 énormes motocyclettes qui sont absolument silencieuses et nickelées. Alors c'est pas les pieds nickelés, hein, mais ils étaient montés chacune par des 2 passagers qui étaient habillés de blousons moirés de couleur fauve. Ils étaient gantés, casqués, bottés hermétiquement, tout d'une pièce, hein, bien sûr, c'était l'habitude des années 50. Donc les 2 motocyclettes en fait s'arrêtent côte à côte et ils s'arrêtent au milieu de la route et ils la bloquent. Alors elle doit les doubler à l'extrême gauche et puis malgré le manque de place, bon, les machines étaient quand même énormes, hein, taille inusitée. Et les voyageurs se tournent vers elle d'un seul coup et leur visage donc, était totalement caché par des lunettes fumées. Il n'y avait pas de menton, ni de joues, n'était visible. Et après, donc, elle est assez impressionnée. Et elle se retourne 10 mètres plus loin et là, plus rien. Ils avaient disparu. D'accord. Voilà, c'est un cas intéressant puisqu'on est dans le cas... Il n'y a pas d'OVNI. Mais ce cas est intéressant parce qu'on est dans le mimétisme encore, où là, elle est à mobilette, en fait, et en fait, elle croise on va dire, ces êtres qui sont une excroissance, on va dire, de ce qu'elle vit au moment même. Ça, ce qui arrive dans certains cas aussi. Donc là, c'est un cas vraiment à la marge, hein, qui est assez drôle et intéressant, qui a été publié donc par LDLL, Lumière dans la nuit, à l'époque, et qui, donc, Pierre Viaroudi a parlé à l'époque aussi. Donc, était quelqu'un de très intéressant dans l'ufologie et peu mis en avant et peu connu. Voilà, donc ce cas est assez intéressant. Voilà, c'est ce que tu en penses. Non, c'est sûr que, bon, comme tu dis, je vais reprendre tes phrases, Mike, il y a ce mimétisme qui revient à chaque fois. Ouais. Et là, c'est vrai que pour le coup, c'est 2 motos différentes et 4 personnes, pardon, 2 motos similaires et 4 personnes similaires. Donc, avec une espèce d'une combinaison, un petit peu futuriste. Alors je sais pas si à l'époque, je sais pas si je suis pas expert en moto, mais je sais pas si à l'époque il y avait déjà des casques intégrales comme ça. Je sais pas. Je sais pas. Alors s'il y a des experts qui nous le disent dans le chat, je ne remets pas en question, hein. Peut-être que ça existait déjà, mais on voit très bien que c'est une espèce de casque intégral. Mais alors c'est vrai que ça fait un petit peu futuriste, mais on voit très bien cette forme de moto. Alors c'est ce qu'a raconté ce témoin, c'est ça, c'est ce qu'a témoigné. Oui, c'est ce qu'elle a dit. Après, ils ont disparu d'un coup et plus rien. D'accord. Voilà, elle a juste vu ça. Ok. Donc un cas assez intéressant et à la marge en fait des cas habituels, mais on est presque à la limite du surnaturel là, mais il y a quand même une sorte de quelque chose de physique. Tu vois. Bon là il n'y a pas de traces au sol, hein. Il n'y a pas les traces de pneus quand même. Alors c'est bon, ouais. Pour ce cas. Bon.
Bon, très bien, très bien. Voilà ce qu'on peut dire sur ce cas. On peut passer donc Et tu au... nous as réservé une Oui, dis-moi. petite surprise, alors apparemment pour le 5e cas, Oui, puisque on s'est basé que sur oui, 5 cas, étant donné qu'on voulait faire quelque c'est ça. chose d'assez court. Pas trop long. Hop là. Et puis les fameux dirigeables, Donc, je pense. voilà, alors ça c'est un thème qu'on abordera, on fera une Oui, émission dessus. oui, oui, oui. C'est prévu. Donc là, ce cas des dirigeables, donc il s'agit de James Houghton. Euh, donc là, on est effectivement le 22 avril 1897. Alors il faut savoir que ça a été relaté uniquement le 4 mai dans l'Arkansas Gazette. Alors, le témoin, James Houghton, était connu puisque c'était un des conducteurs du chemin de fer de la montagne de fer, de Iron Mountain. Donc, il dit qu'il est descendu à Texarkana pour ramener un train spécial et que, voilà, il savait qu'il avait un peu de temps et donc il est allé à la chasse. Et donc, il se trouve à Oman, Arkansas, et bon, il arrive vers 15h et puis il repart vers 18h. Et à 18h, il allait reprendre le chemin de la gare, et là, dans les broussailles, il entend un bruit familier, un bruit qu'il aurait pris comme le piston d'une locomotive, exactement comme finalement son métier. Donc là, il se dirige directement vers le bruit, il voit une clairière, un objet qui faisait ce bruit. Et donc il est très étonné et il dit ah ben c'est le bateau aérien, parce qu'à l'époque en fait on est en 1897 et il y a tout cette cas de avril-mai 1897 où il y a énormément de cas des airships, les dirigeables. D'accord. Voilà. Donc là il voit en fait un homme qui là pour le coup on n'est pas dans les grands blonds, on n'est pas non plus dans les petits gris, ils ressemblent à des farmers, donc leur mimétisme de leur métier ou de l'époque. Donc là, l'homme, en fait, de taille moyenne, il avait des verres fumés. Il vérifiait la tôle. On est encore dans le cas de « Ah, on est en panne, on travaille sur l'engin, Ouais. on ignore le témoin, on fait pas attention. » Tout à fait le scénario. Donc là, il était tellement surpris qu'il ne pouvait pas parler. Et puis, il demande quand même « Bonjour, c'est ça le bateau aérien ?» Et on lui dit, yes sir, oui monsieur. Et là-dessus, il y a 3 hommes qui sortent, 3-4 hommes en fait, qui sortent de l'engin, et à la quille du bateau, à la fin du bateau. Et là, il voit que cette quille en fait est divisée donc en 2 parties. Elle se termine comme la pointe d'un couteau, et tandis que les flancs ils grossissent en fait jusqu'au centre. Donc il y a 3 grandes roues qu'on voit sur les côtés, et faites d'un métal en fait recourbé et travaillées en fait de façon à ce que quand elles avancent, elles sont concaves en fait. Et alors, il leur demande, mais excusez-moi, ça ressemble beaucoup. Excusez-moi monsieur, est-ce que ça ressemble beaucoup au bruit d'un frein de Westinghouse, parce que c'était le frein qu'il utilisait pour son train. Et là, on lui dit, peut-être bien mon ami, nous servons d'air comprimé et d'air eau plate, mais vous en saurez davantage plus tard. Et là, tout d'un coup, quelqu'un dit, tout est prêt. Et là, d'un coup, le groupe disparaît dans l'engin. Et là, l'engin, en fait, il y a un tube de 2 pouces qui commence à cracher de l'air. Les roues commencent à tourner. Le bateau s'élève en sifflant. Et d'un coup, les gouvernails, en fait, aussi à la poupe du bateau, commencent à virer d'un côté et de l'autre. Et les roues, elles tournent si vite qu'il pouvait à peine voir les rayons. Et là, d'un coup, le bateau aérien s'envole. Et ça se termine comme ça. D'accord. Alors il y a une autre image là juste après, on voit c'est un journal, donc le Flying Saucer Review, qui a relaté justement ce cas-là et qui date donc plus tard, 1966, et que j'ai en ma possession justement, et qui est un cas qui est très rare. Donc c'est voilà, donc je l'ai ici. La preuve à l'appui. Ok, intéressant. Donc c'était la fameuse revue Flying Saucer Review, juillet-août 1966. Voilà, et qui donc traite de ce cas. Justement, on voit. Alors attends, voilà, tu as le. Voilà. Ce que t'as là dans la main, c'est. C'est ça. C'est
la Flying Saucer Review, qui était une revue anglaise très prisée dans les années 60. D'accord. Et qui justement relate ce cas et d'autres cas de la vague de 1897. Oh, c'est intéressant. Mais tu peux Voilà. nous montrer un petit peu à l'intérieur ou pas? Est-ce qu'il y a d'autres croquis, Oui. d'autres... Oui. Là, D'autres ce que t'as dans les mains, c'est une relique là. Il faut. Ah oui, oui, oui. Non, il y a que ça. Voilà. D'accord. Par contre, j'ai un livre intéressant justement sur cette époque-là ou ce cas-là. Ok. Il s'agit d'un livre assez rare. C'est The Great Texas Airship Mystery. Donc là, c'est de Sharrington. Ok. Et donc là, celui-là, je l'ai pris au Texas, justement, de là-bas. D'accord. Il vient de là-bas. Donc là, ça parle aussi c'est qu'en anglais. De toute façon, tous les livres qui sont sur les dirigeables sont qu'en anglais. Il n'y a quasiment rien en français, sauf le livre de Jean Sider. D'accord. Voilà. Effectivement. Bon, donc. Alors pour la petite histoire, peut-être à venir, on prévoit avec Eric Zurcher justement de faire un livre sur cette vague-là en duo. Peut-être. Ça serait c'est en préparation. Ça serait super intéressant et je te Voilà. le souhaite bien évidemment et à Eric aussi. Alors effectivement là on est dans la grosse période 60-70, tu me dis si je me trompe, 50-60-70 dans les dirigeables. Bon, c'est ta spécialité Mike, donc je sais que tu reviendras sur Monde Mystérieux pour en parler. On en reparlera plus calmement de ces dirigeables. Tu avais déjà donné une interview chez Isabelle justement sur les voiles de l'inconnu sur ça justement et c'est super intéressant. Donc ah oui, c'est une vague très très peu connue en France, même en Europe. Elle est plus connue aux États-Unis, un peu plus par certains ufologues, mais c'est vrai qu'en France, comme il y a ce caractère, on va dire, trop bateau aérien, alors ce qui est intéressant, c'est que justement, le livre de Jules Verne, justement, qui est de 1886, je l'ai ici, je vais le montrer. C'est Robert le Conquérant, voilà, ici, on peut voir. Il est de 1886. Et ce qui est très drôle, c'est que la vague de 1887 arrive juste 10 ans après. Alors, est-ce que le phénomène s'est inspiré, on va dire, d'un phénomène de la conscience collective dû au livre, ou alors Jules Verne a vu quelque chose en avance? Ça, c'est un débat. Ça, c'est un grand débat chez les Verniens. Hein. Tu dois t'y connaître aussi pas mal là-dessus. Oui. Puisque, effectivement, comment je peux te dire ça? Effectivement, il y a beaucoup de livres de Jules Verne, enfin du moins de récits, d'histoires de Jules Verne qui se sont réalisés au cours des siècles. Donc, et puis certains édifices qui se sont construits. Je pense à la Tour Eiffel. Hein. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est puisque voilà, c'était un petit peu basé sur comment je peux dire ça, Mike, sur les inventions aussi voilà, enfin bon, il y a tout un débat là-dessus, mais les Verniens ce qui est très drôle, c'est que les zeppelins et les dirigeables qui ont été créés en 1897, la vague commence à ce moment-là, sauf que les engins vont tellement vite, ce n'est pas possible. Enfin, pour l'époque, en tout cas, ils ne peuvent pas aller aussi vite. Ils ont des lumières incroyables, ils éclairent des villes. Il y a des centaines de témoins pour certains cas, donc il y a quand même cette vague a commencé en 1896 à San Francisco, puis elle se termine dans ce qu'on appelle le Midwest américain, donc Arkansas, Texas, Iowa, voilà. Bon. Et après elle disparaît. Bon. Très 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 intéressant. Bon, tu nous laisses un peu comme ça, tu sais, sur notre fin, puisque voilà. Donc le truc, c'est que voilà, on a
pas préparé plus de cas puisque voilà, on voulait vraiment Oui. faire quelque chose d'assez condensé. Et c'est vrai que toutes C'est ça. ces histoires, c'est très 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 intéressant et on pourrait en parler. Alors je sais que moi-même j'ai un livre épais, je crois que c'est une réédition d'Éric Jurcher qui avait tout condensé justement ces histoires et ces témoignages. Et j'invite les gens peut-être qui s'y intéressent à ces histoires en fait d'apparition de soucoupes volantes des années 50, 60, 70, 80, peut-être à se procurer le livre d'Eric puisque c'est une Ah oui, oui. réédition. Je vais passer hop en duo et puisque on va terminer, puisque voilà on est à plus d'une heure, finalement on a dépassé ce qu'on comme d'habitude ce qu'on pensait faire. Mike, voilà, Et en plus, on a eu un missing time. en plus. Voilà, on a pas mal débattu sur pas mal d'éléments, de points importants sur ces témoignages qui reviennent à chaque fois, hein, Mike. Hein, il y a des éléments qui se répètent. Alors, hop, pardon, j'ai un petit problème de focus sur ma caméra. Voilà. Donc, on voit qu'il y a des éléments qui se répètent hein, dans certaines histoires, certains témoignages et dans plein de continents différents. Et là, on avait commencé à parler de quelque chose parce que tu m'as dit que c'est peut-être un leurre. C'est ça que tu m'as dit. Tu m'as dit oui pour dire ensuite, mais non, le phénomène il n'existe pas. Quand on voit certaines technologies, je parle pas de l'informatique, mais peut-être inclure peut-être l'AIA d'aujourd'hui. C'est prévu que j'en parle justement de ça dans Monde Mystérieux, puisque on voit donc il y a eu des apparitions de technologies d'un jour à l'autre sans comment dire, on se dit mais comment ils ont fait, comment on a fait à découvrir ce, tu vois, il y a le bond des années 50, ouais, d'un coup, comme si on avait découvert une technologie d'un coup. Entre autres. Mais comment dire? Ah, je trouve pas les mots ce soir. mais tu seras d'accord avec moi de toute façon, puisque on voit bien que depuis 20 ans, depuis 30 ans, il faut pas se leurrer, Mike. On a eu l'apparition du transistor après le crash de Roswell. Hein, on a eu la fibre optique après, à partir, je crois, dis-moi si je me trompe, début des années 2000. Hein, vers là. Je veux dire, il y a cet emballement, tu vois, de l'évolution technologique, entre guillemets, et qui nous fait arriver aujourd'hui à une intelligence, une supra-intelligence artificielle qu'on ne peut arrêter aujourd'hui. Hein, il suffit de, je dis c'est imminent. Alors ça aussi on en parlera, Mike, peut-être de. C'est imminent. Ouais, mais non, oui, mais on parlera de certains films. Il y a eu des visionnaires. C'était. Ouais. Alors peut-être que dans ces visionnaires il y a eu des initiés. Hein, ça, on est bien d'accord là-dessus, Mike. Et ça, même toi, tu es d'accord là-dessus. Mais il y a eu des visionnaires. On reviendra sur ça parce que là, c'est quand même balèze sur certains films qui sont sortis dans les années 90. Oui. Hein, avec le fameux Docteur Cocteau et tout. Ah oui. Mais bon. Notre cher. Et donc bien, et c'est ça, et voilà, et donc on s'aperçoit de cette évolution, et je suis pas tellement d'accord. Tu vois très bien, il y a de plus en plus de gens. Moi, il y a de plus en plus de gens qui me montrent des trucs sur leur téléphone. Regarde ce que j'ai vu hier. Regarde, j'ai filmé ça. Bah alors des fois, je leur dis, non, mais attendez, ça c'est les satellites d'Elon Musk. Hein. Parce que l'autre jour, on m'a montré, ouais, regarde, il y a eu une rangée de 30. Je fais, ouais, mais ça c'est Elon Musk. C'est ça. Bon, j'en avais parlé pendant le confinement parce qu'il faut faire attention entre une flottille d'ovnis et par exemple la rangée de satellites d'Elon Musk.
Voilà, Bien sûr. je mettrais. Il faut savoir qu'il y a des phénoménologies qui peut calquer aussi ou imiter, on va dire, qui peut imiter certains statistiques, qui peut imiter certaines choses, même dans le présent. Donc, il faut aussi être aux aguets, puisqu'il y a aussi des fausses représentations. C'est-à-dire qu'en fait, il peut très bien calquer des vrais objets, ou tout au moins des objets, peut-être Elon Musk ou autre. Il peut s'amuser à ça aussi, les phénomènes. Effectivement, effectivement, Ouais. effectivement. Et, écoute, c'est quelque chose. Franchement, alors tu vois ce que je veux dire quand je parle d'OVNI et conscience, qui voilà. Oui. J'invite les gens peut-être à lire aussi ce Fabrice voilà, Bonvin, oui, bien Fabrice sûr. Bonvin, Ouais. exactement, qui a sorti, je crois, 2 livres là-dessus. Et Oui, voilà. Et bon, avec Philippe Solal, Philippe c'est ça, Guillemont, Éric c'est ça, Dourcher. Ouais. c'est ça. Très bon Oui, travail, oui, oui, effectivement. excellent, excellent. Bon, va savoir. Au final, nous, on montre ces sujets, on les explique, on dit ce qu'on pense. Mais c'est quelque chose dont je me suis toujours posé cette question, cette évolution de témoignage, qui est en relation avec notre évolution de la conscience. Alors, est-ce un reflet de notre conscience? Impossible de vous dire ce soir dans cette vidéo si c'est tout simplement un Et reflet de notre conscience. comme l'avançait Jacques Vallée, c'est pour ça qu'il a été vu comme débunker. Peut-être qu'aussi, bon là, c'est vrai qu'il y a quand même des traces au sol, mais on pourrait très bien créer le phénomène. Bertrand Meeus parlait de ça aussi. Notre cerveau, ne sait pas la capacité. Peut-être qu'on crée. D'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que les lutins sont en mimétisme exact des habits des locaux. Et là, le phénomène aussi s'adapte exactement avec des fois l'habit ou le métier ou la localité, les mœurs locales, les mythologies locales. Est-ce que le phénomène, on va dire, est en miroir de nous, ou est-ce que c'est nous qui pouvons créer quelque chose aussi? Bon, peut-être qu'il faudrait créer carrément des traces, mais c'est un débat aussi, ça. Mhm. Là, moi, je pense personnellement que le phénomène influe sur nous, enfin, mais on est peut-être créateur aussi, quelque part. C'est un débat. Bien sûr, je ne renie pas ce que tu dis, c'est-à-dire je le pense aussi. Alors, effectivement, c'est compliqué. Je sais il y a d'autres personnes qui sont experts à ce qu'on vient de dire, Mike, et des personnes qui ont donné des interviews sur YouTube justement par rapport à tout ça. Qui sait, peut-être qu'un jour on aura l'occasion de les inviter dans Monde Mystérieux, peut-être avec toi, Mike, je le souhaite bien évidemment, et pour débattre de tout ça, puisque on pense que on touche à quelque chose concernant ce qu'on vient de dire, donc la capacité, la capacité de la conscience humaine et ces phénomènes. Ce qui est sûr, c'est que quand on voit certains phénomènes, parce que je reviens sur du concret un petit peu, Mike, et on va terminer là-dessus. On s'aperçoit, il y a eu des récupérations de matériel non humain, c'est ce ils appellent ça comme ça, matériel non humain, qui ont été récupérés par des armées, notamment sur le sol américain, mais sur d'autres continents, et ils disent, ces anciens généraux, ces anciens caporals, ils disent c'est une technologie qui nous dépasse. Bon, il y a ça. Il y a aujourd'hui beaucoup... Attention, il y a beaucoup de vidéos, mais je parle dans un sens comme les vidéos qui sont identifiées par l'ARO, par exemple. Ah, on est bien d'accord. Donc, ces espèces d'UAP qu'on voit dans le ciel, ces boules de lumière ou ces boules métalliques qui apparaissent, voilà.
on s'aperçoit quand même, comment je peux dire ça, Mike? On s'aperçoit cette évolution, effectivement, ça irait avec notre conscience. On voit qu'il y a aujourd'hui, on aurait du mal, si tu veux, à les comparer en fait avec notre évolution, si on part de ce principe. Alors, donc, j'en en étais où, Mike? Voilà, moi je t'ai dit ce que je pensais de tout ça. Je t'ai donné mon point de vue. Je pense. Alors, j'espère que. Dites-nous si c'est ok là. Hop, j'ai pas le retour. Normalement, ça devrait aller. Ça a l'air d'être bon, moi j'ai l'image. Mais... Ok. Ouais. Hop là, voilà. Ouais. Donc voilà. Moi, voilà, je t'ai donné mon point de vue, je t'ai dit ce que j'en pensais. Il y a, je pense, une forte, un lien qui est assez fort concernant donc ces phénomènes, ces histoires et ces technologies. Hop, alors, dites-moi si tout est ok. Tu as le retour, Mike? Moi, oui, moi, tout va bien. Ok, j'ai pas le retour, désolé. Et ok, on est bon, on va y arriver. Et voilà, donc je sais pas toi ce que t'en penses. On en reparlera, ça c'est clair, on en reparlera. Oui. Il y a tellement à dire dessus, mais on en reparlera. Voilà. Donc peut-être dire quelque chose pour terminer, Mike. Bien. Albert Camus, il disait le miroir renseigne, mais n'enseigne pas. Mais le phénomène ovni, il a un peu du même type. Il agit comme un miroir. Alors, on se voit, mais ça ne renseigne pas. Ça nous renseigne sur nous, mais pas sur le phénomène en lui-même. D'accord. Voilà. D'accord. Bon. Une belle phrase pour terminer. Voilà. J'adore. Eh ben, écoute, ok. Moi, je reste là-dessus aussi. Ce qui est sûr, c'est que le phénomène existe bel et bien. Le phénomène continue. Hein, si vous voulez voir des vidéos avérées être vraies d'UAP, hein, il y a le site de l'ARO aujourd'hui qui répertorie voilà, ces phénomènes. Mais il y a suffisamment de témoignages et de gens qui filment aujourd'hui avec un simple téléphone qui est à portée de main de tout le monde. Donc aujourd'hui, on ne peut plus passer à côté. Et quand il y a une observation et qu'il y a énormément de témoins qui disent en même temps, oui, on a vu la même chose, en même temps, au même moment, voilà, sous un angle différent, c'est sûr, il y a eu quelque chose. Bref, finalement, après tout ça, on peut dire que le phénomène continue bel et bien à être aussi mystérieux qu'avant. Et croyez-moi, on continuera à en parler dans Monde Mystérieux. Et Mike, je te réinviterai pour peut-être parler de cette conscience, hein, peut-être parler d'autres histoires voilà, que tu connais bien. On parlera des dirigeables, hein, tout ce qui concerne le phénomène OVNI. Mais c'est sûr, on continuera à en parler dans Monde Mystérieux. Avec plaisir. Voilà. Donc Mike, écoute, j'invite tous les abonnés, toutes les personnes qui suivent Monde Mystérieux à venir voir ce que tu fais aussi sur ta chaîne, qui sera dans le descriptif de la vidéo après cette rediffusion. On le mettra dans le descriptif. Et ce que tu fais, c'est super. J'adore tes interviews, ça c'est clair. Et j'espère que tu continueras à en faire d'autres. Et il y a aussi des balades un peu étranges. Il y a des Bien sûr. Elle est éponyme et Mike Aldebaran, tout simplement. Voilà. Il y a plein de choses mystérieuses à voir. C'est sûr. Il n'y a pas que des interviews, il y a d'autres choses. Et c'est sûr. En tout cas, je te remercie, Mike, d'être intervenu. Ça s'est fait comme ça au dernier moment. Tu m'as accepté malgré le bataillage technique et tout ce qu'on a dû préparer au dernier moment. Mais en tout cas, je te remercie d'avoir participer à ce nouveau live dans Monde Mystérieux, et ça sera pas la dernière fois que tu viens, ça c'est clair. Merci à tous les amis, je vous dis
à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et restez connectés, restez sur nos réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à nous écrire également sur le mail de Monde Mystérieux ou via le site web de mondemystérieux.fr. Merci à tous. Merci Mike. Et merci à très bientôt sur Monde Mystérieux. À bientôt les amis. Bientôt. Bonne soirée, bon week-end. Oui. Bye bye.